C'est parti, bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, un grand moment. On le dit juste avant, chez QP Pharma, on tente toutes les semaines un nouveau format. Ce soir, je pense que c'est le format le plus acrobatique qu'on ait tenté depuis. D'un point de vue technique, c'est sûr. D'un point de vue technique, voilà, c'est pour ça que je vous demander de nous suivre et de nous supporter dans tous les sens du terme ce soir. Merci d'être déjà nombreux dans le chat. Ce soir, on va tenter une expérience nouvelle. Vous allez être hypnotisé par Mesmer. Nous allons tenter, comme on vous l'a un petit peu teasé, on en a déjà fait la pub, de faire un format encore plus interactif que d'habitude. Et donc ce format, on le veut encore plus interactif au sens où vous allez pouvoir participer en live, en plus du chat, où là vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints, sur notre serveur Discord. Et l'idée du coup, c'est que on va introduire le sujet rapidement avec Florian. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on a pris un thème que, à mon avis, tout le monde partage ou a partagé au moins une fois dans sa vie dans une de ces entreprises pharmaceutiques. On est toujours plutôt sur des sites de prod, mais le premier qui me dit qu'il a jamais vécu un backlog de déviation ou un encours de déviation important sur un site pharma de prod, je ne le croirais pas. C'est que le site vient d'ouvrir, quoi, clairement. Voilà, c'est ça. La production n'a pas commencé. Ils ont eu leur autorisation d'ouverture avant-hier, et ils sont pas encore en backlog. Voilà, donc l'idée c'est qu'on parle autour de ce sujet, on discute autour des moyens d'y remédier, on va dire, parce que ça reste quand même un souci, qu'on partage aussi des expériences, vous pouvez nous dire, sans citer le nom de vos boîtes évidemment, comment ça vous est arrivé de baigner dans ce genre de sujet, quel rôle vous aviez, comment vous avez essayé de l'appréhender, est-ce que ça a marché, pas marché, etc. Sachant qu'il n'y a pas une recette magique pour tuer les backlogs de déviation, 6 ans. Ça se saurait. Ça se saurait. Je voulais qu'on introduise rapidement le contexte sur les déviations. Une déviation, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une déviation? Alors, on a dit, en gros, quand on va parler de déviation, de backlog de déviation, comment tu peux nous le définir? C'est un peu une déviation. De quoi on va parler? Alors, une déviation est aussi appelée parfois un écart. Une anomalie, un incident. Ça apporte plein de noms. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on avait prévu de faire quelque chose et que ça se passe pas comme quand c'était, enfin, de la manière dont c'était prévu. On a un protocole qui se déroule. Pour une raison X ou Y, on ne le suit pas. Une déviation, c'est un écart, c'est un incident. C'est pas forcément grave. Mais c'est pas ce qui a été prévu, c'est pas ce qui a été approuvé en amont. Donc forcément, il faut le tracer, il faut évaluer l'impact. Et il faut derrière, nécessaire, mettre en place des plans d'action pour que ça se reproduise pas, statuer sur la qualité au moment présent de l'exercice qui était concerné, et aussi est-ce que ça a un impact étendu, est-ce que à l'avenir c'est quelque chose qui peut se reproduire, est-ce que dans le passé c'est quelque chose qui est déjà arrivé, il y a une notion de récurrence. Voilà, une déviation c'est ça, c'est quand ça se passe pas comme quand c'est de la manière dont c'était prévu. Voilà. Il y a un problème. En fait, on dévie quelque chose, on parle de déviation de qualité. Hein. Si ça se passe pas comme prévu quand vous allez au boulot le matin et qu'il y a un peu un embouteillage, c'est pas une déviation de qualité. Hein. Non, c'est une déviation par rapport à un document qui a été approuvé, voilà, qui a été signé, un protocole, une procédure, un mode opératoire qualité en tout cas. Voilà. Je voulais ajouter une petite nuance sur la notion de déviation, c'est-à-dire que qu'on l'appelle anomalie, incident, ce que tu veux, en général, et tu l'as dit dès le départ, il n'est pas forcément grave, hein, c'est pas parce qu'il y a un incident qu'on va arrêter l'usine. Cependant, quand on parle de déviation dans le langage commun en général, c'est qu'on a déjà passé le stade de la primo-évaluation, c'est-à-dire qu'on a eu un incident qui a été remonté par un opérateur, par quiconque, hein, parce que les déviations ou les incidents doivent pouvoir être remontés dans l'usine ou n'importe où, dans n'importe quelle entreprise, par tous les membres, tous les collaborateurs, on va dire, de l'opérateur au directeur du site. Et on a déjà fait... Excuse-moi, je te coupe, mais c'est celui qui observe la déviation, l'écart, l'incident, qui est censé l'ouvrir. Exactement, qui est l'initiateur et qui doit décrire le problème. C'est pas forcément la personne qui va la traiter, bien sûr, qui va faire l'investigation, qui va évaluer l'impact, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais au moins la personne qui va rédiger le descriptif, expliquer ce qui s'est passé, éventuellement quelles ont été les actions immédiates mises en place. Ouais. Ça, c'est la personne qui observe l'incident, la déviation, l'écart, qui normalement doit s'en charger. Et en fonction de cette description d'incident, on va dire qu'on va pouvoir soit en rester là, parce que finalement les actions immédiates ont été bien menées, ou il n'y a pas plus d'impact. Finalement, on ne dévie pas de quelque chose qui est voilà, ou en tout cas on peut le laisser pour information, soit alors on va rentrer dans un processus dit plutôt de déviation. Classiquement, vous pourrez peut-être me contredire en Discord et ce sera avec plaisir. Classiquement, on va partir sur une déviation qui signifie derrière une investigation un petit peu plus approfondie, dont le but
on va vraiment résumer très très fort, sinon on a pour 3 heures, dont le but est de déterminer une cause racine, comme tu l'as dit, c'est de comprendre ce qui s'est passé, une cause racine avec des outils d'investigation, etc., de mettre en place des actions correctives qu'on va appeler CAPA, qui sont des actions correctives pour éviter que le problème ne se produise, Corrective ou ou préventives pour éviter que ça, quelque chose de similaire puisse se reproduire sur une autre ligne, sur un autre produit, et là intervient aussi la notion d'impact étendu. Ces déviations, on doit les traiter en général dans un délai standard. Classiquement, c'est 30 jours, ouais, 30 jours. une trentaine de jours. Souvent, on se dit, alors, on pourra discuter en fonction de la criticité de la déviation, hein, parce qu'évidemment, il y a aussi quand on est rentré dans le processus de déviation, différentes criticités qui peuvent rentrer en compte, de la mineure à la critique, et donc différentes, on va dire, différents niveaux de focus qu'on mettra dessus, et différents, voilà, une critique, on va sans doute facilement la traiter rapidement qu'une petite mineure. Souvent, c'est bloquant. Souvent, c'est bloquant. Pour un lot, ou en tout cas, soit ça bloque un lot, soit ça met en jeu des lots à venir, ça bloque une production. Souvent, Voilà. quand c'est critique, oui, ça intéresse rapidement du monde et ça met du monde autour de la table. Et potentiellement, il peut y avoir un impact Étendu. un impact patient, un impact voilà. Ça peut aller jusqu'au rappel de l'eau. Sur le rappel de l'eau, voilà. Donc, il y a tous ces degrés-là à prendre en compte. Néanmoins, du coup, on a ce délai standard. Très rapidement, qui est-ce qui traite une déviation ou qu'est-ce qui peut les clôturer? Il y a Pam avec moi, eh ben, bienvenue Pam. Notre premier invité. Notre premier invité. Donc, qui est-ce qui est censé traiter ces déviations? On va dire que c'est... Salut Pam. Enchanté. Bienvenue. Donc, qui est-ce qui traite les déviations? En gros, c'est une équipe d'investigation qui peut, bon, ce qui est même une bonne pratique, faire intervenir celui qui a découvert le problème. Oui. Qui va ensuite prendre le relais sur cette investigation, partant du principe qu'on a bien trouvé la cause, qu'on a des beaux capas. On va avoir en général, et de façon même obligatoire, l'assurance qualité qui va clôturer cette déviation, et en fonction de l'impact qualité qu'il peut y avoir à la fin de cette déviation, soit avoir un impact sur une libération de l'eau, soit bloquer des choses, etc. Qui participent à cette investigation? J'ai envie de dire, tous ceux qui ont un intérêt et une valeur ajoutée à y participer. Ceux qui ont une expertise sur le sujet Voilà. qui est concerné, ça peut être la maintenance, ça peut être la production, ça peut être les utilités, ça peut être tous les services de la boîte. Les RH s'il y a besoin sur une cause humaine, j'en sais rien. En tout cas, il ne peut pas y avoir de limitation au nombre de participants ou en tout cas par principe de dire ce sera que la prod qui va participer. Ça n'existe pas. Et donc du coup, avec tous ces critères, donc c'est-à-dire qui traite, comment ça s'ouvre une déviation, comment on la clôture, etc., on peut en arriver avec un processus de déviation, en tout cas un encours de déviation qui grossit, parce qu'on n'en a pas forcément qu'une encours, à avoir, dans certains cas, un backlog de déviation ou un encours tellement important, que ce soit des déviations qui sont dans les temps ou hors du délai standard, qui est classiquement de 30 jours, à avoir ce fameux retard. Donc, ou un encours très important qu'on n'est plus capable de gérer, qui serait quelque part le premier signal que ça va pas. Bon, il y en a d'autres avant, mais en tout cas, là on est sûr que ça se passe pas bien. Souvent, quand ça grossit plus vite que ça ne réduit... Voilà. Et ensuite, ouais, pas mon temps. Et ensuite, de se retrouver avec un backlog, c'est-à-dire avec en plus un nombre de déviations qu'on va appeler overdue ou en retard qui est conséquent. Et là, c'est le drame. Situation de backlog, on peut donner des conseils déjà. Effectivement, le backlog, c'est une situation assez classique dans les laboratoires en général. Et la première cause, c'est dû à un manque de pilotage, ça c'est certain. En fait, on laisse tout dans le QMS. Alors, ce que je dis souvent avec les QMS, c'est que le QMS c'est un peu comme une cuisine, si vous voulez, comme plein de placards dans une cuisine. Donc, il y a plein de choses dedans. Mais vous savez pas du tout ce qu'il y a. Donc, en général, on utilise un peu ce qu'il y a dedans, donc votre tableau de bord, hein, vous utilisez les premiers trucs qui arrivent. Mais au final, quand on a une canette de choucroute qui se retrouve au fond d'un placard, et du coup, on la retrouve que au déménagement suivant, quoi. Et donc, c'est un peu la même chose avec les QMS. Donc, il faut sortir ce qu'il y a du QMS et le rendre visible, et qui inclut. Donc, c'est avec ça qu'en gros, on enregistre les déviations. Alors, on peut avoir un Quality Management System papier, bien sûr, hein. Et là, c'est en gros le même principe, hein. Les déviations, surtout celles qui affectent pas de produit, par exemple, elles restent à l'infini, quoi. Donc voilà, le premier truc, en tout cas, que je pense par rapport au backlog au sujet, en tout cas, c'est surtout le pilotage, quoi. Sortez les déviations du QMS. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord après. Tu penses au pilotage visuel notamment et de se dire, en gros, faisons l'état des lieux de quoi on parle quand on dit qu'on a un backlog de déviation. Est-ce qu'on en a 10, 20, 50, 3000? Dès que vous allez mettre en place un pilotage, effectivement, ce qui va sauter aux yeux, c'est le contenu, quoi, l'encours.
Et en fait, une fois que vous allez voir contre, comme je disais dans le post, contre quoi vous allez vous battre, c'est là où vous allez soit tomber de haut, soit au final ça va quoi. Et donc commensurer un peu l'effort à fournir face à ce backlog, le dimensionner quoi, savoir combien il y a de personnes à le traiter, qui va aller dessus, et le volume du bazar quoi. Et c'est là où on va, soit on peut le faire en interne, soit du coup c'est mort et on est allé trop loin, on a laissé le monstre grandir trop fort et ça va être chaud quoi. Effectivement, c'est peut-être la première chose à faire quand on décide de s'attaquer au backlog de déviation, c'est d'évaluer la charge tout simplement et de savoir voilà, est-ce qu'on a 20 déviations en retard, est-ce qu'on a 2000, est-ce que c'est 80% de mineurs, est-ce que c'est 50% de critiques, est-ce qu'on a tout simplement les ressources humaines pour qui sont disponibles pour mettre en face de cette charge de travail. Quand on décide de réduire vraiment un backlog de déviation, ça va un peu au-delà du traitement journalier des anomalies, quoi. C'est qu'on considère qu'on a un problème et donc qu'il faut mettre des moyens en face. Ça veut dire détacher des personnes, évaluer une charge de travail. Et donc pour ça, il faut, voilà, comme tu expliquais, réussir à avoir une meilleure vision de ces déviations que ce que peut nous apporter le QMS, et vraiment commencer par faire un état des lieux en fait de où est-ce qu'on en est, quelle est la charge et comment est-ce qu'on met les moyens adéquats en face pour pouvoir la traiter. Alors ça veut dire pour moi que sur un système papier, ça va être d'ajouter dans une gouvernance ou quelque chose, un moyen de le rendre visuel. Dans un système informatisé, ça va être de faire des extractions et de savoir les manipuler pour qu'on arrive sur quelque chose, hein, parce que c'est pas une liste avec 150 lignes qui va suffire. Il va falloir qu'on en tire quelque chose, une sorte de pré-diagnostic, hein, comment on va soigner, c'est-à-dire quelle est la maladie pour savoir comment on va soigner. C'est ça. Est-ce que c'est étendu ou est-ce que c'est localisé, quoi. Du coup, Pam, est-ce que tu nous donnerais deux, trois conseils sur la façon de faire un pilotage visuel ou d'avoir, comme tu le dis, d'arriver à sortir du QMS ces déviations? T'as des trucs astuces? Ah, après, il y a des trucs. Oui, alors il y a tout ça. Enfin, déjà, comme tu l'expliquais très bien, il faut faut maîtriser déjà ces extractions. Donc, en général, il y a toujours une personne au moins qui maîtrise l'extraction, mais même du coup, si jamais ça vous arrive, vous dites oh merde, je pense que j'ai un problème. Et du coup, vous faites une extraction générale de tout. Et puis après, du coup, avec Excel, c'est facile, on fait des filtres, etc. Puis on arrive forcément à trouver. Et en général, quand on fait une extraction brute de toutes les déviations de tout temps du site, on filtre par par les statuts, hein, donc celles qui sont toujours ouvertes. Et forcément, s'il y a personne qui l'a fait régulièrement, vous allez trouver des trucs. En général, il y a des petits dossiers qui traînent depuis 2-3 ans, peut-être un peu plus, où là on se dit oh, celle-là on l'avait oublié. En général, c'est les déviations qui bloquent pas le flux ou qui sont pas bloquantes pour une libération. Et là, on les a mis un peu sous le tapis. Exactement. Et moi, c'est le sentiment que j'en ai un peu, c'est que c'est facile de passer à côté d'une déviation, en fait. Entre guillemets, si on l'ouvre dans un moment où, je sais pas, on est sur un lot, on a une dizaine de déviations qui sont ouvertes, il y en a 9 qui sont liées au lot et la 10e qui ne l'est pas. Forcément, les 9 premières vont être traitées en priorité et la 10e va peut-être être mise de côté et passer encore derrière les déviations qui arrivent après. Et au final, voilà, on se rend compte 2 ans après que, en fait, on l'a juste jamais traitée, quoi. Elle a été ouverte et puis ça s'est arrêté là. La finir dans la pile des actions à faire, les 300 actions à faire sur votre tableau de bord. Et typiquement, il y a les déviations de contamination microbio, de salles, de SAS, les déviations sur la boucle d'eau, où du coup on était entre deux productions, enfin il n'y avait pas de production en cours. Voilà, des déviations qui vont pas forcément toucher des produits, comme tu disais, hors du flux. Où là, celles-là, elles peuvent rester à l'infini. Donc si on n'a pas de pilotage visuel du long cours des déviations, celles-là, c'est sûr qu'elles vont rester pendant très longtemps, quoi. Enfin, elles vont être oubliées en tout cas parce que forcément, la supply qui pousse pour libérer les lots, etc. Surtout si on est dans une situation de backlog, ça veut dire que c'est un peu le feu. Du coup, on pilote par l'urgence. Donc on va essayer la supply appelle tous les jours en disant bon alors ce lot-là, il en est où? On va chercher le dossier de l'eau, on l'ouvre, on tape le numéro dans le QMS. Ah! Merde, 3 déviations, 3 déviations dont 2 seulement qui ont été commencées d'investiguer. Et il le faut pour quand? Ce soir? Bon. Et là, on va sortir la merde de dernière minute, la petite investigation qu'on fait un petit peu comme ça. Et à J+, J+29.
Donc au final, on va pas réussir, on va pas avoir suffisamment de temps, on va trouver des causes on va trouver des causes primaires comme on peut, quoi. Et on va mettre des actions type rappeler l'opérateur, allez hop. Et puis Donc, du on coup, aura une on récurrence clôture, dans et pas puis longtemps, celle-là, hein, vous c'est êtes sûr. sûr que dans 6 mois, elle est de retour, quoi. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, ça c'est le pilotage, ça va servir à plein de choses, ça va servir déjà à regarder ce qu'on a face à nous, ça va servir à plus subir le syndrome de l'étudiant, c'est-à-dire tout faire le jour 29. Ça va servir à vraiment plein de choses. Alors comment faire pour faire un pilotage efficace? Alors je sais pas si vous voulez réagir sur ce que j'ai dit. Je parle pas mal. Oui, non, c'est intéressant. Tu nous entends quand même là? Allô? Oui, je crois qu'il nous entend plus. Il nous entend pas quand on est mute, mais apparemment quand je suis pas mute, ça pose problème. J'imagine. Ouais, si, vas-y. Non, Pam, c'est pas toi, c'est nous. C'est un petit problème technique. Je vais répondre à ta question. Moi, je trouve ça intéressant. Après, ce que je préciserai aussi, et je rajouterai que le pilotage visuel, il faut le mettre en place. Alors, quand on se rend compte qu'on est malade, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on fait un backlog, qu'il y a un truc qui va pas. Mais après, avoir dans l'objectif que ce pilotage visuel, il faudra le maintenir derrière. Je veux dire que le backlog de déviation, quand on va être amené à le traiter, faut avoir quand même en tête qu'on n'est pas censé traiter du backlog toute notre vie. Et que ça fera partir, ce sera peut-être pas exactement le même outil, mais l'outil qu'on mettra en place pour démarrer l'exercice et faire ce fameux diagnostic de quoi on est malade, il faudra s'imaginer que derrière, il y aura un pilotage qui va continuer à être fait, parce que si on fait juste traiter ce problème, et le jour où on arrive à un taux d'encours qui est acceptable, on dit ok, victoire, champagne, allez, on va prendre un apéro tous ensemble, et le lendemain on arrête tout, on va être sûr que dans 6 mois, tu redémarres le même truc. C'est ce que disait Pam, c'est que souvent, quand on en vient à mettre en place un groupe de travail pour gérer un backlog de déviation, c'est que on est un peu dans le rush, on a une inspection qui arrive, on a un audit, on a un événement qui, entre guillemets, nous contraint à réduire notre charge de déviation. Et donc, dans cette période de temps, on va faire le nécessaire pour traiter les déviations, et avec le risque, effectivement, de s'arrêter aux causes primaires, de pas aller au fond du sujet, et donc de traiter la surface et de voir les déviations revenir 2 mois après. Mais une fois que le travail pour le moment est fait, je t'explique, c'est très juste, c'est que les indicateurs, le pilotage visuel, les nouvelles méthodes qu'on a mis en place, il faut les maintenir et il faut les pérenniser pour ne pas se retrouver l'année d'après dans la même situation, en fait, tout simplement. Il faut cranter, comme on dit. Je sais que cranter l'amélioration. On l'a employé aussi, on l'a beaucoup. Et il faut cranter pour être sûr que, entre guillemets, plus jamais ça, quoi. Et bon. C'est ça. Cool. Eh ben, écoute, Pam, merci pour ton intervention. Merci d'avoir introduit aussi le nouveau format. Merci beaucoup. Et puis, on rappelle, on va remettre ton lien de l'Académie de la qualité efficace, qui est une chaîne YouTube aussi, et entre autres, d'ailleurs, qui rend hommage assez régulièrement et qui ont fait un peu de pub aussi. Vous pouvez aller les voir sur YouTube et sur LinkedIn aussi. Donc, en tout cas, merci d'avoir introduit ce nouveau format et puis bravo pour ce que tu fais. Félicitations, merci pour les beaucoup de m'avoir aussi, c'est trop bien. J'adore. Salut, à bientôt. Alors, du coup, avant d'avoir, on va accueillir Arkelia bientôt. Je vais essayer de faire une petite transition. Je sais pas si je vais y arriver. Comme on dit, c'est complètement casse-gueule ce qu'on fait, mais bon. Si on raconte l'histoire, on a fait un peu le diagnostic en sortant les déviations du QMS, ou en tout cas en disant, ok, là la montagne, quoi, qu'il va falloir gravir. Ensuite, comme tu l'as introduit aussi tout à l'heure, il va falloir évaluer la charge capacité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a mis sur un fichier Excel, sur un paperboard, sur un pilotage visuel quel qu'il soit, qu'on a tout ça à gérer et qu'on va décréter que ça va mieux se passer demain que ça va bien se passer. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une lucidité à avoir sur le fait que déjà chaque déviation va pas prendre le même temps à traiter et que si on en est arrivé là, c'était pas en général par une histoire de ouais je m'en fous, j'étais au bistrot plutôt que j'ai des devs, c'est pas une histoire de mauvaise volonté, c'est une histoire de pratique, de méthode, et il va falloir faire en parallèle, et c'est pour moi une des difficultés, ce diagnostic de qu'est-ce qui nous a amené à arriver là, en même temps tu dois essayer de tuer le backlog et d'essayer de commencer à réduire le problème. Parce que si on en est là aussi, c'est qu'on s'imagine qu'en gros, on en ouvre plus qu'on en clôture chaque jour et qu'on a une pente, entre guillemets, ascendante du nombre de déviations. L'idée, c'est d'essayer d'infléchir cette courbe et de se dire de quoi on a besoin. Et toi, tu penses que, effectivement, alors, spoiler alerte, la fin de l'activité, c'est d'instaurer des garde-fous, une culture qualité, quelque chose qui fait qu'on
on ne revient pas dans cette situation. Mais toi, tu penses que c'est quelque chose qu'il faut faire en parallèle? Disons que tu peux pas te permettre de faire de se dire, entre guillemets, je vais essayer juste de tuer du backlog, sans en même temps se poser sur le pourquoi j'en suis arrivé à ce backlog, c'est-à-dire remettre en place peut-être une petite amélioration sur de la méthode d'investigation, des choses comme ça. Parce que si tu te dis, je reste juste comme je suis dans la façon de le faire, je mets juste plus de monde, en fait, à l'infini, tu vas avoir plus de monde sur ton système et jamais tu pourras revenir à un encore agréable et à quelque chose de plus pérenne d'un point de vue système, je veux dire. Oui, Donc c'est un peu la difficulté, c'est que tu dois tuer les deux en même temps. Après, on pourrait se dire aussi que dans l'optique où on décide de réduire le backlog avec un objectif temporel en tête. Dans 3 mois, il y a la NSM qui arrive, il faut qu'on réduise les déviations. Ok. Là, pendant 3 mois, on met les forces qu'on a sur les déviations, on passe l'inspection, et après, on fait un retour d'expérience. Et puis on arrête. Non. Alors, c'est comme ça que ça peut se passer, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Est-ce que, voilà, c'est une question, hein, je n'ai pas forcément d'avis sur la question, mais est-ce que on peut se permettre parfois, quand il y a une inspection qui arrive, si sachant que réduire un backlog sans changer les mentalités, c'est déjà un énorme travail. Changer les mentalités, changer les méthodes, c'est double peine entre guillemets. Est-ce qu'on peut se permettre ça si jamais on a une échéance qui arrive, ou est-ce qu'il ne faut pas se focaliser sur l'urgent, traiter les déviations, et une fois que l'objectif est atteint, se dire d'accord, ok, on a vu ce que ça donne quand on fait rien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que ça n'arrive plus? Elle est très compliquée à répondre à ta question. J'imagine que c'est au cas mais par contre, moi, ce que je dirais, c'est très personnel, ce que je vais dire, c'est que, au vu des inspections qu'on a actuellement, alors, juste le faire pour l'inspection, comme ça n'a pas forcément de sens, et un bon inspecteur, de toute façon, il verra. Oui. Il verra que tu avais un encours énorme, il va regarder, hein, les inspecteurs, Oui. il regarde la déviation, elle a été ouverte quand, elle a été fermée quand, tu regardes qu'il a une overdue, puis d'un seul coup, depuis 2 mois ou depuis moins de ça, que vous êtes au courant que la NSM déboule, d'un seul coup, ça réduit. S'il ne pose pas la question, qu'est-ce que vous avez fait pour ça, pour en être là? Tu réponds juste, oh, on a mis le paquet, mais on a rien changé au système. Oui. Le point, tu l'auras quand même, ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que tu dis, et je dis pas que c'est simple à faire, et je dis même que c'est peut-être le plus dur, c'est que tout en réduisant ce backlog, parce que c'est nécessaire d'avoir un encours qui est acceptable pour ton système et aussi pour la supply et pour toute l'île, hein, faut en même temps se pencher sur quelles sont les méthodes, ou au moins travailler sur le pourquoi et déjà mettre en place des actions correctives. Et c'est pour ça que tout le monde est dans le même bateau et que c'est pas si simple que de réduire les backlogs, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.